une DTN a pour objectif de remplir 3 missions principales. La première, c'est d'organiser, on va dire, l'accession territoriale et l'accession nationale vers l'excellence. Le deuxième objectif, c'est le développement de la pratique. Donc, comment permettre à un maximum de jeunes, notamment, d'avoir les bases de notre pratique et de se fidéliser. Et la troisième grande mission, c'est la formation des enseignants, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue. Donc, on a plusieurs degrés, évidemment, de formation. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Patrick Vergne, responsable du département des territoires à la direction technique nationale de la Fédération française de tennis. Avec Patrick, on échange sur le fonctionnement d'une direction technique nationale et il nous explique comment ils ont construit et déployé le plan de performance fédérale. Alors cet épisode est un peu spécial car je suis allé chercher une expérience dans le monde du sport pour faire des parallèles avec des organisations apprenantes. Vous allez être surpris par le niveau de structuration d'un projet de performance, que ce soit sur l'évaluation des compétences d'un jeune tennisman, d'une jeune tenniswoman, mais également sur les compétences attendues au niveau des éducateurs et des entraîneurs à chaque strate de la fédération. Bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Cyril. Patrick, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. Alors, très heureux à plusieurs titres, puisqu'on va déjà le dire à nos auditeurs. Avec Patrick, on se connaît depuis un certain temps. Il se trouve qu'on est voisins. Voilà, et c'est finalement fortuit le fait que on se retrouve à discuter sur le podcast de l'entreprise apprenante, mais pas si fortuit parce que il y a des sujets dans ton métier qui sont en miroir à mon sens avec les organisations apprenantes. Mais voilà, trêve sur ce sujet. Je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours. Oui, donc merci Cyril déjà pour l'invitation. Donc c'est avec plaisir qu'on partage ce moment. Donc Patrick Vergne, j'ai 52 ans. Donc j'ai un parcours à la fois au départ de joueur de tennis où j'ai été classé à moins de 30, c'est-à-dire qu'en haut de l'échiquier national. Et puis j'ai une formation de professeur d'éducation physique et sportive. J'ai enseigné durant 3 ans le tennis et aussi le PS en collège principalement. Après, j'ai pu avoir la chance de travailler dans ma passion en tant que conseiller technique régional, donc auprès du ministère des Sports au sein de la Ligue Occitanie Tennis. Et depuis 2 ans, enfin bientôt 2 ans, j'ai rejoint la direction technique nationale à la Fédération française de tennis. Voilà, pour rejoindre Nicolas Escudé, notre directeur technique national, qui m'a proposé un poste en lien avec la mise en place et le suivi de la politique sportive fédérale au sein des territoires, au sein des régions. Ok, très bien. Avant qu'on rentre dans le détail, donc je pense que tous nos auditeurs connaissent le tennis, mais c'est intéressant on va rentrer un petit peu dans la fédération puis dans la DTN. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots et en quelques chiffres la Fédération française de tennis? Oui, la Fédération française de tennis, c'est plus de 2 millions de licenciés. Donc, c'est une barre que l'on n'avait pas atteinte depuis un certain nombre d'années, étant donné qu'on était à plus de 1 million 500 000 il y a quelques années, durant les années fastes du tennis. Et on était redescendu en dessous de la barre du million il y a déjà plus de 5-6 ans. Donc, ça, c'est un vivier assez conséquent de licenciés. La Fédération française de tennis, c'est pas loin de 500 salariés employés sur 12 départements, dont un qui est la direction technique nationale. Donc évidemment, la fédération a délégation du ministère des Sports, c'est une délégation de service public pour mettre en place, on va dire, l'organisation du sport et notamment du tennis au sein de
au sein de nos clubs. C'est plus de 7500 clubs au sein de notre territoire, avec deux tiers de clubs de moins de 120 licenciés. Donc voilà, donc pas mal de clubs à faible effectif de licence et donc d'un tiers à plus de 100 000 licenciés. Donc en tout cas, voilà pour les chiffres globaux, ce sont 18 ligues, 13 ligues métropolitaines. Avec la fusion des régions, il y a 4-5 ans, et 5 ligues ultramarines, voilà, qui sont qui eux, en termes d'organes déconcentrés, doivent mettre en place la politique sportive au sein des comités et des clubs. Ok. On va ensuite rentrer dans le miroir que j'ai souhaité faire sur cet épisode entre une direction technique nationale et une fédération et puis une organisation apprenante, parce que finalement il y a beaucoup à aller chercher dans ce que vous faites au niveau notamment de la direction technique nationale. Et est-ce que maintenant tu peux rentrer dans ton métier, en tout cas dans le métier d'une direction technique nationale? Donc là on est dans le tennis et je suppose que vous faites dans toutes les fédérations, hein, que ce soit dans des sports collectifs et dans des sports individuels, vous avez des missions qui sont parfois assez similaires. Après, vous avez des spécificités. Mais quelles sont finalement les missions d'une direction technique nationale et celle de la direction technique nationale du tennis et son organisation? Oui, alors en fait, donc notre direction, donc il y a un directeur technique national qui a été nommé il y a un peu plus d'un an et demi, qui est Nicolas Escudé, donc qui a été proposé au ministère des Sports, qui est donc, comme on me disait au départ, qui a délégation de service public, donc qui a validé sa nomination et qui a présenté un projet. Donc il faut savoir qu'au sein de notre fédération, on a un grand chelem. Et je partirai de là parce que ça en cascade, ça enchaîne énormément de choses. Donc ce grand chelem, c'est Roland Garros. On fait partie des 4 grands chelems. Et à ce titre-là, donc c'est un éclairage extraordinaire qui génère beaucoup de bénéfices, de passion, d'émerveillement, et ça suscite des vocations, mais ça a aussi l'obligation de résultat. Donc, comme tout le grand public le sait, la dernière victoire, en tout cas chez les hommes en Grand Chelem, c'est il y a des mois en 1983. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une attente forte par rapport à ça. Donc notre direction technique nationale a pour ambition de faire dans les 4 années à venir la meilleure nation au monde en termes de formation du joueur. C'est pas pour ça qu'on peut, une fédération ou DTN peut se targuer, et ce serait impossible à dire, de fabriquer un champion. Fabriquer un champion, on permet de le former, mais à un moment donné, c'est lui, à titre individuel, avec qui, en fonction de son talent, son engagement, son investissement, passe les caps au fur et à mesure. Donc, en tout cas, une DTN a pour objectif de remplir 3 missions principales. La première, c'est d'organiser, on va dire, l'accession territoriale et l'accession nationale vers l'excellence, donc la formation du joueur, comme on dit, entre guillemets, de manière classique. Le deuxième objectif, c'est le développement de la pratique, donc comment permettre à un maximum de jeunes, notamment d'avoir les bases de notre pratique et de se fidéliser. Donc là, la DTN le délègue un peu plus sur une autre direction, mais il y a un droit de regard. Et la troisième grande mission, c'est la formation des enseignants, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue. Donc on a plusieurs degrés évidemment de formation. Donc une direction technique nationale, donc, à partir de ces 3 missions, doit rendre compte et a dû mettre en œuvre, créer ce qu'on appelle un projet de performance fédérale, donc ce qu'on appelle un BPF, qui part, on va dire, du haut niveau vers le club. Et donc tout ça, notamment ce qui me concerne en lien avec la mise en place de la politique sportive, donc on a œuvré avec les équipes techniques régionales pour mettre en place, à partir des grands objectifs fixés par le président de la fédération et par notre direction technique nationale, mettre en place des objectifs, des moyens et des indicateurs pour voir si on va dans le bon sens. Donc ce PPF a été validé par nos dirigeants l'an passé, au mois de mai, et présenté devant l'Agence nationale du sport qui a validé notre projet de performance fédérale. Et donc là, on est en horizon 2024 avec Paris 2024, qui va être un éclairage extrêmement fort pour toutes les fédérations et la nôtre en particulier.
Donc déjà 2024, mais on a pour ambition, si c'est possible, au-delà des hommes, d'avoir ce projet qui s'étale dans le temps, parce qu'on sait que, en tout cas pour une fédération sportive, il faut 10 ans pour évaluer une politique sportive, un PPF. Donc c'est un enjeu fort, on n'en reparle pas à titre personnel, c'est que pour les clubs, les comités, les ligues et tout l'écosystème, on puisse être très très clair et avoir évidemment des remédiations, passer les curseurs, mais ne pas changer de politique sportive durant ces prochaines années. En tout cas, c'est un souhait que l'on a fortement au sein de la DTN. Ok, alors c'est exactement là où je voulais en venir. C'est le fait que ce que je trouve intéressant dans le miroir entre une organisation apprenante, tout type d'organisation qui a besoin finalement de pouvoir, une organisation apprenante, c'est une organisation qui a besoin de pouvoir créer son propre futur. Mais vous finalement, au niveau de la direction technique nationale, au niveau du tennis, vous créez votre propre futur, mais avec un temps long. Alors c'est vrai que le temps long, aujourd'hui, c'est un gros mot dans les entreprises parce qu'on est toujours dans le court terme, mais vous avez besoin de ce temps long. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je voudrais qu'on rentre dans ce détail du plan du PPF, du plan de performance fédérale. Pourquoi ? Parce que finalement, au départ, il y a une vision de la part des dirigeants. Il y a un projet que vous avez monté au niveau de la DTN. Et ce projet, en fait, il doit être déployé sur l'ensemble du territoire. Tu as parlé qu'il y avait plus de 7 ou 8 000 clubs. Il y a près d'1 million de licenciés. Il y a des petits clubs, il y a des grands clubs. Vous avez des relais locaux. Mais tous ces gens-là, et puis il y a des jeunes qui émergent ou qui doivent émerger. Mais il faut pouvoir finalement avoir cette vision partagée. Il faut pouvoir finalement déployer ce plan, que tout le monde le comprenne, que tout le monde se l'approprie, afin que on fédère les énergies au bon endroit, afin de faire émerger des champions. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne ce plan de performance fédérale, et que finalement, comment tu arrives et peut-être dans une seconde question, comment tu arrives à le partager au niveau de l'ensemble des strates. Oui, alors, tout à fait. En fait, il y a eu tout d'abord, les dirigeants ont été donc élus sur un programme. Il a été demandé à la direction technique nationale, évidemment, de se conformer à ce programme, et une vision stratégique a été proposée de la part de la direction technique nationale autour de 4 axes principaux. Le premier, c'est comment arriver à augmenter le vivier, densifier le vivier. C'est-à-dire que ça paraît tout à fait logique pour une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir, on a plus de 1 million de licenciés et 500 000 à peu près jeunes qui sont dans nos effectifs. C'est comment faire que ces jeunes, soient fidélisés, mais aussi comment mieux former. Donc, tout d'abord, il y a un objectif de densifier ce vivier. Parce que si on veut faire un parallèle avec ce qui se faisait au préalable, où on était beaucoup plus dans les années précédentes sur l'identification assez précoce de talents et de mettre en place tous les moyens, des moyens individuels surtout, de pouvoir les faire accéder au niveau, mais au niveau dès l'âge de 11-12 ans, à travers l'émergence de tournois, à ce qu'on appelle chez nous européens ou après internationaux. Donc c'était un objectif vraiment de position, de ranking, de classement assez précoce. Donc là, le premier axe, c'est de rendre plus conséquent ce nombre d'éléments, de jeunes, donc densifier, on va dire, le vivier chez nos jeunes, avec notamment chez les 10 ans et moins et les 14 ans et moins. Alors ça peut paraître un peu tôt pour le public, mais on est une discipline très précoce. C'est-à-dire que évidemment, on voit l'éclairage dans les adultes, évidemment, mais pour pouvoir être dès l'âge de 19, 20 ans ou 21 ans et plus sur le circuit international, il faut démarrer assez jeune. Avant, on parlait de 10 ans, 10 000 heures d'entraînement. Aujourd'hui, on n'en est plus à ça. C'est un peu plus d'ici dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi une discipline précoce, une discipline technique, où l'apprentissage doit se faire assez rapidement, avec quand même, on est une pédagogie très ludique. Mais il s'agit vraiment d'identifier quand même assez tôt le plus on va dire, de talent, mais ça parle de talent exceptionnel, hein. C'est de gamins qui ont des qualités qu'on détecte. On a un plan de détection autour de EPMM. Donc, ce plan-là, on va dire densifier le vivier, il a été partagé, co-construit avec ce qu'on appelle, nous, les équipes techniques régionales. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans les régions,
au nombre de 145 cadres, on va dire, fédéraux qui sont au sein de nos territoires. Et ensuite, nous avons 53 cadres CTA, conseillers techniques régionaux. Ce sont soit des cadres d'État ou des cadres fédéraux qui sont vraiment des personnes relais, ressources, qui ont travaillé avec nous pour créer, pour participer en tout cas à ce PPF. Donc, le premier axe qui est de densifier. Donc, on a des objectifs, il y a des indicateurs, notamment chez les filles, à la fois de volume de jeu, donc d'identifier assez tôt des filles qui ont un petit quelque chose, de façon à leur proposer un programme spécifique. Et ensuite, on va jusqu'à 14 ans, notamment avec la création de ce qu'on appelle de centres fédéraux d'entraînement. Il y en a un par territoire. Et toujours pareil, l'émulation par le groupe, la vie au sein d'un collectif, même si on a un sport individuel. Donc ça, c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est beaucoup plus tourné vers l'élite et notamment comment recréer un balisage du parcours vers le haut niveau avec ce qu'on appelle nous les pôles France. Donc une fois qu'en ligue ils ont émergé, il y a des structures nationales qui sont mises en place pour pouvoir leur permettre d'avoir tous les moyens possibles, les ressources possibles pour atteindre pour pouvoir en tout cas prétendre à atteindre le haut niveau. Donc ça c'est notre deuxième axe. On a un troisième axe au niveau de la vision stratégique, c'est l'ambition 2024. L'ambition 2024, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux Jeux Olympiques, mais les grands chelems. Comment permettre à notre élite de pouvoir se préparer au mieux et pour pouvoir être concurrentiel, que ce soit sur la Coupe Davis, la Pelligny King Cup, les grands chelems et notamment Paris 2024. Et le quatrième axe, c'est la formation. Et c'est la formation permanente, c'est la formation à la fois au sein des clubs, au sein des comités, la formation étatique au travers des diplômes et d'état de jeunesse éducation sportive populaire, donc le DEGEPS et le DES, et enfin la formation continue, que ce soit de nos enseignants professionnels, mais aussi des entraîneurs, qu'ils soient de ligue ou nationaux. Donc, à partir de ces quatre axes, avec évidemment des indicateurs et des moyens, ce PPF a été construit et proposé, présenté à nos dirigeants qui l'ont validé et ensuite, comme je le disais au préalable, qui a été validé par l'Agence nationale du sport et son directeur qui est Claude Onesta. Ok, alors parce que effectivement, là tu nous as bien présenté les quatre axes stratégiques sur le PPF et je voudrais encore qu'on aille encore plus en détail dans certains éléments sur comment surtout vous l'avez amené jusqu'à l'ensemble des strates. Et tu nous parles, finalement, vous êtes une strate nationale, une strate régionale et la strate des clubs. Et avant ça, je voudrais juste revenir sur deux points que tu as mentionnés en termes de commentaires. Le premier, c'est que vous êtes passé finalement d'une vision, d'une philosophie beaucoup plus au départ centrée sur le jeune 10-12 ans individuel, sur lequel vous apportiez des éléments pour qu'il développe sa performance, à une vision finalement plus de vivier. Tu as parlé donc de collectif en disant finalement l'individu se sublimera dans un collectif qui est plus fort. C'est comme ça. Et en fait, je fais le lien moi toujours avec l'organisation apprenante. L'organisation apprenante, c'est l'individu, le collectif et l'organisation. Et en fait, effectivement, on voit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un petit peu ça. Et finalement, le fait de créer des collectifs, parfois même des équipes, parce qu'au niveau d'un territoire, ils peuvent faire des matchs contre d'autres équipes. Mais en tout cas, le fait finalement d'avoir cette émulation collective, en tout cas, aujourd'hui, votre posture, votre conviction, c'est que pour qu'émergent des champions, il faut qu'il y ait beaucoup plus de graines de champions avec une émulation. C'est bien l'idée, hein. Je crois que quand on regarde l'histoire du tennis français, c'est toujours important de savoir d'où on vient et où on en est. Nos meilleurs éléments de formation qui ont atteint le haut niveau sont souvent l'émergence d'un collectif. C'est-à-dire que dans leur propre catégorie, que ce soit en plan régional ou national, ils ont été en concurrence. Et une concurrence saine, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls, vraiment au-dessus de la mêlée de tous, et ils sont arrivés. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir évidemment le talent qui émerge. Et on peut parler de Richard Gasquet qui est de la génération 86. Il y avait aussi quand même dans son année Gaël Monfils, mais au niveau international, il y a eu Rafael Nadal. Richard Gasquet était au-dessus de tout le monde, mais il y avait quand même un vivier important, que ce soit de jeunes 86, 87. Donc déjà,
sur un plan local, de pouvoir être le numéro 1. Et là, on essaye, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut c'est la championite, loin de là, mais c'est de pouvoir, à un moment donné, avoir un regard déjà sur un plan proche, que ce soit le club, le comité ou la ligue, de pouvoir un petit peu se concurrencer, se confronter, et ne pas aller trop vite chercher la concurrence internationale, car souvent on grille les étapes, on court après le match, et on en oublie la formation et les phases de développement et les phases de compétition. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas que le DTN a souhaité remettre vraiment en place, de participer premièrement à nos épreuves, et deuxièmement de créer beaucoup plus de challenges collectifs. C'est-à-dire qu'on demande aux ligues de présenter dès l'âge de 8 ans, dès l'âge de 9 ans et 10 ans, non pas un ou deux éléments, mais à chaque fois 3 garçons et 3 filles pour participer à des challenges, ce qui amène tout ça à réfléchir et à avoir un travail de détection. Alors, ça a un lien avec la deuxième question, c'est ce travail de détection. Alors, c'est un mot des fois un peu barbare, qui fait un peu peur aussi, souvent aux parents, au club, on détecte, donc on prend les gamins. Pas du tout, c'est repérer et se dire, on a peut-être dans ce club un gamin qui, est passionné, 2, s'éclate, et 3, quelques qualités. Donc, à partir de là, comment faire au sein d'un comité, d'un club et d'une ligue pour permettre à ce gamin ou à cette gamine de pouvoir évoluer le mieux possible, en cohérence avec les parents. Et on fait un boulot, notamment nous, parce qu'évidemment, c'est les parents, ils appartiennent, et heureusement aux parents, donc on se doit de travailler avec eux. Donc, pour revenir à ce plan de détection, on a 3 phases. On a d'abord des situations, ce qu'on appelle motrices, 4 situations motrices qui permettent, à travers des jeux, donc de lancer, de courses, de temps de réaction, donc avec soit des parcours ou soit des noms, qui nous permettent de voir un petit peu les gamins qui réagissent un peu plus vite, qui sont en avance par rapport à une lecture de trajectoire, et aussi qui nous permettent de voir au niveau du pied. La réaction du pied, parce que nous, on a quand même, pour venir à l'essence de notre discipline, on a une raquette dans les mains, donc on a un objet, et on a un duel, donc c'est quelqu'un en face de nous qui logiquement veut tout faire pour pas que je joue bien, sauf si son partenaire en est en match. Donc on a une balle qui est en mouvement, on a une raquette et on doit envoyer cette balle dans un espace. Donc il y a plein au niveau moteur, d'éléments qui s'entrechoquent, et donc tout ça, il faut qu'on puisse à arriver à détecter. Et en fait, donc pour venir 4 situations motrices, 4 situations de tennis, donc avec la raquette, que ce soit un partenaire notamment, que ce soit un adversaire, que ce soit avec le coach. Et ensuite, on a une grille de lecture qui nous permet de ne pas dire il est surtout pas, il est bon, pas bon, qui nous permet en fonction de 10 à 12 critères, se dire qu'en termes de vitesse, en termes d'œil, en termes de réaction, en termes de coordination, en termes de précision, en termes de moment de prise de balle, de donner quelques éléments, quelques repères. Donc, quand on parle de détection, c'est repérer. C'est pas dire, lui, il est fort ou elle sera forte. On s'est tous trompés et il est hors de question de refaire les mêmes erreurs qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et surtout, pour nous, on a mis en place ça pour se détacher des gamins qui ont beaucoup joué. Parce que quand on fait ces éléments de repérage au sein des clubs ou des comités, les gamins qui sont fils d'eux ou filles d'eux, ou qui ont un tonton, une tati qui joue beaucoup, ont un volume de frappe beaucoup plus important que certains. Donc on essaie de mettre en place des situations qui nous permettent de se détacher de ça, ce qu'on appelle la forme gestuelle. Comme on est une discipline très technique, et la forme gestuelle souvent obture l'œil. Donc se concentrer vraiment sur j'ai une balle qui rebondit, à quel moment je réagis, comment je réagis, et surtout, est-ce que je suis toujours en contact avec cette balle. Donc, on a mis en place un plan stratégique d'abord de déploiement sur tout notre territoire, du club jusqu'aux ligues, pour aider à mieux repérer. Et ensuite, on a mis en place des situations très pratiques pour pouvoir, observer les gamins. Et enfin, on a un élément fondamental qu'on ne faisait pas il y a quelques années, c'est qu'on a un questionnaire de l'environnement et des parents. C'est-à-dire que les parents, qui ont un gamin, pourquoi j'ai mis mon fils ou ma fille au tennis, qu'est-ce que j'attends de ça? Parce qu'on a des disparités, et il faut les entendre. Il y en a certains qui disent, mon fils il joue parce que c'est à côté de la maison. Ou au contraire, il y en a certains, moi j'ai joué, il s'éclate et j'aimerais qu'il joue bien au tennis. Donc, et savoir si derrière il y a la volonté, sur certains gamins, de faire un week-end de plus, en vacances, d'aller faire jouer ou de faire un stage. En clair, de connaître la disponibilité environnementale. Voilà. Donc, on essaye de balayer tout ça
et donc d'avoir un maximum de gamins qui répondent, on va dire, à ces critères-là. Allez, pour terminer, on a ce qu'on appelle une Galaxy Tennis. Alors, c'est un petit peu un nom sympa pour les jeunes. On a un peu comme, on va dire, pour le ski, où on passe de la piste verte à la piste noire. Nous, ça va du terrain blanc au terrain jaune, et qui permettent d'évoluer et de donner aux gamins une lisibilité dans le temps. Je suis à tel niveau à tel instant. Donc, le but, c'est d'aller vers tel niveau. Comment je peux y faire pour y parvenir, et avec des degrés évidemment de difficulté qui montent avec l'âge et les terrains. Ok, alors c'est un vrai finalement, ce que vous construisez, ce que vous avez construit, c'est un vrai plan de développement de compétences du joueur qui est basé sur des critères très très objectivés, hein, c'est ce que tu disais. Et c'est ça en fait que je trouve assez inspirant, et il y a beaucoup d'applications qu'on pourrait avoir dans les entreprises. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant que tu puisses le mentionner. Alors, tu as bien présenté le plan de projet fédéral, tu as dit que avec ces 4 piliers, j'en reviens à là. Mais là, à partir du moment où les 4 piliers ont été présentés, vous les avez structurés, le plan stratégique, les instances dirigeantes l'ont adoubé très bien. Vous, avec la DTN, il vous reste à le faire appliquer sur toutes les strates. On l'a dit, hein, vous êtes à la strate nationale, il y a la strate régionale, hein, les comités régionaux, les 13 plus 5 dans les Outre-mer, et puis je suppose au niveau des départements, et puis au niveau des clubs. Tout ça, ce sont beaucoup de parties prenantes avec lesquelles vous devez travailler, et pour pouvoir partager cette vision, pour se dire en fait, on est tous dans le même bateau, on a tous envie qu'émergent des champions pour 2024 et pour 2028. Comment vous avez fait et comment vous faites au quotidien finalement pour partager cette vision avec toutes les strates? Parce que c'est un vrai travail, c'est quand même ultra, c'est un challenge de fou d'aller convaincre jusqu'à l'entraîneur qui entraîne des petits gamins dans un club au fin fond du Vercors ou que sais-je. Comment vous êtes pris pour pouvoir partager cette vision? Alors, c'est vraiment l'enjeu, c'est le nerf on va dire, de la guerre, et c'est le côté humain. Je pense que dans toutes les entreprises, alors en tout cas, concernant la direction technique nationale, et donc quand je me suis présenté, j'étais en région, donc cadre technique régional. Ce qui souvent nous a fait du mal, c'est que tous les 4 ans, au gré des changements, on va dire, de gouvernance, parce que nous sommes un milieu associatif, hein, donc il y a des élections associatives en club, en comité, donc ligue, et puis à la fédération. Il y a à chaque fois un changement de DTN, et donc du coup un changement de cap et de politique sportive, ce qui veut dire que la base, quand on leur dit à un moment donné, il faut repérer plus tôt, ou quand 4 ans après, on leur dit on a du temps, attention au volume, l'objectif est d'être à 17-18 ans, on a le temps avant, ou au contraire, 4 ans après, il faut qu'on émerge beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt sur le circuit européen, et puis 4 ans après, on dit participons d'abord à nos épreuves nationales, à nos épreuves que nous organisons, et ayons un vivier très très fort, donc du coup, ce que je disais au départ, des compétitions par équipe, des rencontres interdépartementales, faire avoir plus de gamins, être moins sélectif à la base. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir être force de persuasion vis-à-vis des collègues dans les ligues et qui ont vécu donc tous ces changements. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ça a été les fédérer, les embarquer. Donc là, le DTN a eu, le président, on va dire, un enjeu fort, c'est-à-dire que le président, lui, s'est engagé à avoir de la stabilité, il s'est engagé auprès des dirigeants pour mettre en place cette politique sportive auprès de ses pairs. Et en ce qui concerne la DTN, donc on a fonctionné de la façon suivante. Premièrement, nous les avons réunis dès le départ, c'est-à-dire, donc en fait, le DTN avait été nommé au mois de mars, avril 2021. Donc dès le départ, à partir du projet qu'il a donné aux dirigeants, on a rencontré tous les CTR sur 2 réunions formelles en montrant la vision du DTN. À partir du moment où on a pu échanger avec eux et avoir un retour plutôt positif sur comment aussi ils voyaient tout ça, donc on les a fait, on leur a demandé de produire. Et surtout, notre grand enjeu, quand je disais tout à l'heure, les 10 ans et moins, les 4 ans et moins, c'est de refixer des objectifs au cas technique, qui étaient au préalable beaucoup plus force de proposition et qui étaient facilitateurs. Là, on a souhaité qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain et beaucoup plus en responsabilité de l'ensemble des projets, évidemment avec leurs équipes, donc en clair, qu'ils ne soient pas uniquement conseillers, qu'ils soient aussi, on va dire, maître du projet. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ça les a votés, évidemment, parce qu'ils étaient un peu plus force
force, comment dire, Ouais, même sa leader main, en comment fait dire, finalement du projet, quoi. leader, voilà. Ouais, voilà, exactement, leader. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est allé, on a rencontré, on a fonctionné de la façon suivante. On a ce qu'on appelle, nous, dans les 18 ligues, un conseiller technique régional, coordonnateur, donc qui gère les équipes. Donc, on les a rencontrés à plusieurs reprises, soit en visio ou en présentiel. Ensuite, comment dire, fait un séminaire donc de ces CTR coordonnateurs. Ensuite, on a rencontré tous les CTR et on a rencontré tous les cadres fédéraux en région, que ce soit sur une session plénière, mais aussi que ce soit avec un Tour de France. Avec Nicolas, on a fait un Tour de France de toutes les ligues. Et on a présenté le projet, échangé, débattu. On a eu des retours positifs, des retours aussi négatifs, pour aller sur d'autres éléments. Donc, une fois qu'on est arrivé, on va dire, à octobre-novembre 2021, on a présenté cette vision stratégique aux dirigeants, qui a été affinée aussi au fur et à mesure dans le temps. Et on a abouti à tout ça. Évidemment, ce qui est hyper important, c'est que l'ensemble de la direction technique nationale, donc les entraîneurs nationaux, les responsables du haut niveau ont été plus que partie prenante, parce que c'est eux qui partent du haut niveau. On a besoin de ça pour après redescendre. Eh oui. Et donc, tout le monde à son échelle, de la dimension physique à la dimension mentale et psychologique, comment on voit notre tennis français de demain, la formation, comment mieux former nos entraîneurs. Donc tout ça, on a fait un grand brainstorming, mais à partir quand même, attention, d'une Ouais, vision quand d'une même conviction, nationale, d'une parce vision. que une conviction, voilà, une conviction et une Ouais. vision qui était de dire, moi je souhaite l'élimination par le groupe, je ne souhaite pas la championite, et je souhaite par contre qu'on soit hyper performant, qu'on redevienne la numéro 1 en nombre de gamins et de joueurs présents dans le top 100 qui sont mondial, le top 100 junior. Et ça, ce sont des éléments très objectivables qui permettent de voir la bonne santé de Eh la oui. fédération. Avant de parler, évidemment, le souhait, c'est qu'on ait un vainqueur au LAN junior, mais un titre en grand chelem. Parce que je ne sais pas comment c'est dans les entreprises. En clair, avoir un vainqueur de grand chelem, et si derrière on a, entre guillemets, pas grand-chose, eh bien, c'est cet éclairage-là, sur un plan médiatique, exacerbé par Roland Garros, qui va faire que la fédération ne marche pas. On peut avoir une fédération saine à tous les niveaux, mais si on n'a pas le ou la championne qui émerge, ça renvoie pas une image, on va dire, d'excellence. Alors que l'excellence est liée, mais ça va nous permettre d'aboutir. Caroline Garcia, qui vient de gagner le Master au mois de novembre, voilà. Mais ça a eu un éclairage très très fort. Et donc ça, en fait, comme on dit souvent, je ne sais pas si c'est pareil dans le monde de l'entreprise, on n'existe que par les résultats. Et quelque part, c'est la même chose, on va dire, pour nous. Donc, on a besoin de ça. Voilà. In fine, c'est vrai, c'est que effectivement, c'est mathématique. Hein, globalement, les entreprises qui se portent le mieux sont celles qui auront les meilleurs résultats. Donc, même si, voilà, dans le pendant, dans le projet, on se souvient d'autre chose que du résultat, mais au final, c'est ce qu'on va regarder. Et dans le sport, on ne retient que les champions, et dans le monde de l'entreprise, on ne retient aussi que les champions. Hein. Ça, c'est également vrai au niveau des organisations. Donc effectivement, c'est assez éclairant. Et ce qu'on voit dans ce que vous avez fait, c'est qu'effectivement, ça partait d'une conviction et d'une vision, mais qui a été aussi nourrie, co-construite à l'échelle régionale, à l'échelle de l'ensemble des comités, afin de pouvoir proposer, ouvrir le débat, enrichir finalement et se nourrir finalement aussi de la vision de terrain, parce que, comme tu le dis, les gens, et toi tu as été sur le terrain, les gens qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont aussi en capacité d'avoir un retour critique sur ce qui a été fait, qui ont aussi leur propre conviction, et ça peut venir nourrir et éclairer aussi la vision qui a été la vôtre. Donc ça, c'est effectivement aussi un enseignement de se dire, voilà, on peut porter le meilleur projet du monde. Le meilleur projet du monde, il devient meilleur quand il a été aussi co-construit et adoubé par les gens qui vont le faire. Alors je sais que dans ce plan de performance que vous a présenté à toutes les strates, ça a aussi fait évoluer pas mal les rôles et responsabilités de chacun. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que finalement, voilà, ce que tu dis, il y a eu beaucoup de mouvements au gré des changements de gouvernance tous les 4 ans. Hein, quand on change de politique tous les 4 ans, c'est vrai que ça, dans les entreprises, on le connaît moins. Quoique, dans certaines entreprises, ça arrive, hein, qu'il y ait des changements de gouvernance et donc des changements de gouvernail. Hein, ça a été un peu le cas chez vous. Et peux-tu juste nous donner quelques éléments d'évolution de rôle et responsabilité, et de comment
aussi vous avez légitimé, tu as commencé à en parler, mais comment vous avez légitimé finalement ce changement de rôle et responsabilité sur certaines strates de vos éducateurs, de vos entraîneurs, voilà, et de vos conseillers? En fait, on est parti du principe qu'on avait beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences au sein de nos ligues, car il y a des personnes, on a quand même, en tout cas, je parle en termes de sport et de tennis, vraiment une formation de grande qualité. Et ce qui veut dire que derrière, avec l'expérience, on a des personnes qui sont en capacité de pouvoir répondre aux objectifs qui sont fixés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a remis un certain nombre de pourcentages. C'est-à-dire sur un temps plein, on a demandé que 70% du temps des cas techniques, donc au sein des territoires, repèrent, détectent, entraînent et accompagnent. Ça veut dire que je suis en lien avec les clubs, mais donc tout ça, de remettre une dimension de compétences terrain, parce qu'on s'en était un petit peu éloigné. On était beaucoup conseillers, facilitateurs, et ce qui veut dire qu'à un moment donné, certains cadres aussi, quand on a fait le Tour de France, nous ont dit, moi je ne reconnais plus mon métier au départ, je ne m'y retrouve plus. Moi j'ai envie de reprendre des groupes, d'aller au sein des clubs repérés, afin de toujours avoir cette petite lumière, de se dire comment mieux former, comment mieux repérer. Ça ne veut pas dire avoir le champion, on rêve tous d'avoir la pépite, mais la pépite, quelque part, elle n'a pas besoin de nous. La pépite, à un moment donné, elle sort tellement toute seule qu'elle est tellement douée, on n'a plus qu'à la polir. Voilà, ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des gamins de niveau commun, et c'est le lot, et c'est normal. C'est comment en extraire le meilleur de chacun et de les accompagner sur le plan mental, physique, technique. Pour cela, il faut avoir du temps. C'est pour ça qu'on a dédié, notamment sur ce qu'on appelle nos conseillers sportifs territoriaux, donc au sein des territoires, 70% de leur temps sur la formation du joueur et 30% de tout ce qui est inhérent à la formation du joueur, c'est l'animation du réseau d'enseignants, les réunions avec les dirigeants, les visites de clubs, la formation. Donc tout ça a été calibré. Parce que ce qu'on a eu comme retour sur notre Tour de France, c'est ce qui s'appelait les couteaux suisses. Donc, et quelque part, ce couteau suisse, c'est quand même sympa. Il est là, il pallie à tout, mais quelque part, quelle est sa véritable essence, sa véritable mission. Donc, nous, notre objectif au bout de 2-3 ans, c'est qu'on nous dise pas, je me sens couteau suisse. Je suis vraiment à fond dans ce que j'aspire. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a à la fois le côté humain, mais aussi le côté répondre à l'objectif, on va dire, d'avoir plus de gamins en 10 ans et moins 14 ans. Donc, ça, c'est pour la partie conseillée. Puis on a les entraîneurs de ligue. Les entraîneurs ont toujours été engagés à 90%, si ce n'est pas 100%, vers l'entraînement de l'élite, qu'elle soit l'élite 15 ans et plus, ou 15 ans et moins, ou 10 ans et moins, mais quelque part d'être sur la notion d'expertise, d'entraînement. Donc, tout ça, ça a été remis bien en avant, qu'on a besoin de ça. Donc ça, ce sont les cadres techniques fédéraux. Et ceux-là, ils sont au nombre de 145, ils sont essentiels. Et on l'a dit, donc pour aussi aller vers eux, on a recréé des séminaires, donc on a partagé sur de la formation, mais aussi les écouter. On a eu quand même pas loin de 200 propositions, donc ce qui n'est pas neutre, 200 propositions, on en a extrait 100, qu'on va présenter plus spécifiquement à nos dirigeants. On a aussi, on leur a permis d'avoir un badge, c'est pas neutre, à Roland-Garros. Jusqu'à présent, ils étaient pas badgés, donc ils peuvent venir aussi sur Roland-Garros. Donc quelque part, on a souvent, et moi qui viens du terrain, c'est un axe que j'avais demandé aux dirigeants et à DTN. On a besoin d'eux, mais comment on les valorise? Donc après, ça c'est une valorisation globale, mais la valorisation aussi sur un plan territorial, d'amener un peu plus, parce on est dans un milieu associatif, peut-être la différence avec l'entreprise, même si Roland-Garros est une entreprise, évidemment, mais quand même c'est géré par des bénévoles. Donc, cette partie valorisation, management, et le président nous a beaucoup aidé pour aller vers encore plus de professionnalisation dans leur encadrement. Donc, tout ça, c'est un enjeu à la fois sportif, humain et de management. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça. Et ensuite, l'autre population qui est essentielle dans les rouages des territoires, ce sont les conseillers techniques régionaux, donc qui sont, on va dire, eux qui sont carrefour entre la DTN et les régions pour mettre en place la politique sportive. Donc, ces personnes-là, en fonction de leurs compétences, que ce soit des groupes de travail, que ce soit des séminaires, que ce soit sur des visios, on a beaucoup travaillé avec eux pour avoir leur retour, mais aussi leur demander si la feuille de route, elle est bien appliquée, etc. Et ensuite, et ça, c'est pas ma partie,
il y a la partie des entraîneurs nationaux qui sont soit sur Roland-Garros, soit sur le pôle France de Poitiers, masculin et féminin. Ce sont une population donc en physique, tennis, qui sont là pour s'occuper donc de l'élite une fois qu'elles sortent des territoires pour pouvoir les accompagner, les faire émerger vers le plus haut niveau. Donc voilà comment on est organisé, on va dire, sur un plan humain, mais avec évidemment des responsables au sein de la DTN, soit de population, et de façon à pouvoir accompagner au mieux, en tout cas, on va dire, ce collectif. Ouais, et ce que je ressens dans ce que tu nous partages, c'est que il y a une vraie réciprocité dans ce que vous avez fait. C'est-à-dire, d'une part, vous avez dit, écoutez, on a une vraie ambition, on veut devenir la première nation au monde à placer des joueurs dans le top 100 au niveau masculin et féminin. Donc, pour ça, on a besoin de remettre un petit peu une politique sportive en place. Mais cette politique sportive, on a ces convictions-là, mais par contre, vous allez venir les nourrir. Et surtout, vous êtes les personnes les plus à même de pouvoir venir nourrir cette politique sportive. Alors, on va finalement recentrer vos missions afin que vous puissiez abonder au maximum à cette politique sportive. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est la valorisation, c'est le fait que, encore une fois, on est sur un sport individuel, mais là, vous êtes dans une équipe. Une équipe, c'est-à-dire, il y a finalement 150, 200, 250 personnes qui finalement, dont c'est le métier et dont l'une des missions principales, c'est effectivement de développer ce vivier, alors à tous les étages, tu as dit, au niveau territorial, au niveau régional et au niveau fédéral avec les entraîneurs nationaux, afin qu'il y ait des jeunes qui émergent. Et voilà. Et moi, ce que j'en retiens, c'est le fait que tu as parlé de 200 propositions, de 100 qui ont été retenues, c'est presque convention citoyenne, quoi. C'est la convention des conseillers techniques pour le meilleur du tennis français. C'est ça, en fait. C'est le fait que le fait d'avoir une vision et une conviction n'empêche pas et n'empêche surtout pas le fait de travailler sur de l'intelligence collective. Ce que je ressens dans ce que vous avez mené, c'est que vous avez énormément usé de cette intelligence collective afin d'une part de fédérer, mais surtout d'enrichir ce que vous faites afin que ça prenne à toutes les strates. Parce que on comprend bien à la lecture de ce que tu nous dis que en fait, si le strat, par exemple, au niveau territorial ne fonctionne pas, en fait, il y aura personne qui va émerger, qui arrivera à 15 ans au niveau d'un pôle France, à Roland-Garros ou autre. Donc, c'est ça qu'il faut voir, en fait, dans l'architecture, en fait, de votre fédération et de la DTN, c'est le fait que s'il y a un élément de la chaîne qui est défaillant, en fait, globalement, le jeune aura plus de difficultés, en fait, à être détecté pour monter au niveau supérieur. Complètement, et parce qu'en plus chaque territoire est différent. Nous avons des régions qui ont fusionné, donc ça n'a pas été simple, c'est un terme RH de pouvoir se concentrer sur un même objectif, et en plus des cultures différentes. Si on prend chez nous l'Occitanie, la culture, on va dire, Languedoc-Roussillon n'est pas forcément la même que Midi-Pyrénées, n'est pas forcément la même que la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, donc tout ça, il faut aussi l'appréhender. Donc il faut aussi que ce soit adaptable, on va dire, au sein de nos territoires. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, aussi, il faut avoir beaucoup d'humilité, parce qu'en tennis, c'est un sport, donc voilà, c'est par le collectif, mais individuel. Ça veut dire qu'on a aussi, en fonction des personnes, ils n'ont pas forcément besoin de comité ou d'une ligue, mais nous, on ne peut pas fonctionner sur l'exception. L'exception, parce que quelque chose, il faut pas se mentir, financière, parce qu'une famille a de l'argent, ou alors une exception, parce que le gamin est très très fort très tôt, et il a toutes les qualités. Nous, on travaille évidemment 99% de nos jeunes pour essayer d'avoir une vraie politique, un vrai sens à ce qu'on fait sur le terrain. Et puis évidemment, pour avoir des gamins dans nos structures nationales et qui émergent à junior et senior, il est évident qu'il faut qu'on ait une base très forte. Et ça, souvent, en fonction des fédérations, on n'a pas forcément la même approche. Il y a des fédérations qui ont moins de moyens, donc ils se disent, nous, il faut qu'on soit extrêmement précis, et qu'on a 2-3 talents, il faut aller à fond. Nous, on a la chance, quand même, grâce aux bénéfices générés par Roland-Garros, de pouvoir derrière, redescendre vers les clubs et de pouvoir s'occuper d'un grand nombre. À un moment donné, on ne peut pas tout faire avec tout. Évidemment, il faut qu'on ait il y a des choix, c'est dans toute entreprise, et dans la vie de tous les jours, on fait des choix. Mais quelque part, on peut en tout cas amener jusqu'à 10-12 ans
sans parler forcément d'une grande influence financière. S'il y a un comité, une ligue qui est derrière et la fédération, un gamin qui n'a pas trop de moyens, en fait, des parents qui ne peuvent pas trop, mais qui ont l'envie, l'énergie, on peut l'amener. Et après, il y a les Pôle France qui peuvent prendre la suite. Ça, c'est une chance, une vraie chance pour le tennis français. Et beaucoup de jeunes, grâce à ça, ont pu émerger. Donc voilà, donc je pense que c'est un système où tout le monde peut s'y retrouver. Donc d'être très clair aussi. On a des parcours où on peut suivre un gamin toute une vie. On a des exemples. C'est rare, mais on est là aussi à un moment donné pour répondre à des objectifs et pour que la chaîne ne se casse pas. Parce qu'on sait très bien qu'on a des cas techniques qui sont extrêmement forts dans tout ce qui est repérage, formation des petits. Et ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite, c'est un autre métier d'être entraîneur, d'adolescent ou de préadulte. Eh oui. Et c'est un autre métier d'être coach. Être coach sur le circuit, gérer les agents, gérer le public, il y a l'argent, la stratégie de compétition, parce qu'on peut parler vraiment de stratégie de tournoi. Donc, à chaque étage, c'est problématique et on a besoin de tout le monde. Et souvent, voilà, on le dit de façon humble, un entraîneur national, il vous dira, moi, je ne suis pas capable de gérer un groupe de mini-tennis, c'est-à-dire 10 gamins de 5-7 ans. Ouais. Par contre, un entraîneur de 5-7 ans va peut-être dire, être sur le circuit aujourd'hui, coach d'un joueur, ok, j'ai un œil, mais amener, connaître l'ensemble des jeux, connaître l'aspect stratégique. On sait que beaucoup de joueurs, sur des balles de jeu, servent toujours à cet endroit-là. Mais si je n'ai pas la connaissance, si je n'ai pas vu des milliers de matchs, si je n'ai pas été sur le circuit, eh bien, cet élément-là, sur la balle de break à 5-4, si je ne l'ai pas donné à mon joueur, eh bien, ça va lui manquer. Voilà, c'est pour ça que je fais toute la chaîne. On a besoin de tout le monde. Et on a besoin évidemment des clubs et d'avoir un maximum de formateurs qui ont l'œil et qui sont alignés avec les cadres régionaux pour dire viens chez moi, j'en ai un gamin, une gamine. C'est pas pour dire on le sort du système, mais de lui proposer un programme en fonction de l'âge le plus ambitieux possible. Attention, on ne parle pas de volume astronomique à 6-7 ans, ça se fait au fur et à mesure et on accompagne. Mais... Et pour finir, et les cas techniques sont de plus à même parce qu'ils ont vu souvent quand ils ont du métier, ils savent qu'à 8-9 ans, voilà, il y a des fondamentaux. On a des indicateurs qu'il ne faut pas passer à côté d'une prise, par exemple, au service, qu'il ne faut pas passer à travers savoir glisser, savoir nager, des compétences transversales et ne pas aller à la spécialisation. Et les cas techniques sont les plus à même, parce qu'ils en ont vu, de pouvoir les relayer au sein des clubs et des parents, et ça amène à la confiance. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura le champion. Je suis toujours très, très humble avec ça. Mais quand même, ça évite ça évite les erreurs, tout simplement, et de perdre du temps. Ok, bah, écoute, c'est super clair. Moi, j'en retiens ce que tu as dit et merci pour tout cet échange parce que bon, on pourrait y passer encore tellement de temps. Il y a tellement de choses à dire. Moi, ce que je trouve ultra intéressant de ce que tu nous dis là, c'est la compétence au bon endroit. C'est-à-dire, vous, finalement, vu que votre politique sportive, c'est un paquebot qui doit avancer. Il a 8 à 10 ans pour avoir des résultats. À un moment donné, il faut faire des choix, et tu l'as dit, il faut faire des choix qui sont importants. On peut bifurquer, mais on ne peut pas bifurquer à 360 tout le temps parce qu'on a amené trop de monde, et donc à un moment donné, il faut faire les bons choix au départ. Et donc, pour faire les bons choix et pour que tout le monde rame dans le même sens, il faut que tout le monde ait la bonne pagaie, quoi. Hein. Et tu dis, hein, un coach au niveau international, il faut qu'il ait analysé le jeu de tous les adversaires potentiels de son joueur afin de savoir comment il va analyser. Et ça s'improvise pas. Et je pense que c'est des éléments qui sont intéressants et importants parce que ce qu'on retrouve dans le travail que vous faites, c'est que comme vous avez cette échéance à 8-10 ans, vous avez à la fois le temps de le mettre en œuvre, mais vous avez finalement une exigence quasi, c'est quasi vital finalement d'avoir ce niveau de précision sur les compétences entendues à la fois sur le joueur, sur les formateurs, sur les éducateurs, sur les entraîneurs, qui est juste dingue et qui est pour moi un véritable exemple sur lequel des organisations et des entreprises notamment pourraient venir se nourrir parce que même si dans les organisations, dans les entreprises, finalement le sujet des compétences il est un peu plus mouvant, j'ai envie de dire, que pour un joueur ou un formateur de tennis, mais il n'en reste pas moins que tu as parlé de compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills dans les organisations. C'est pareil, hein, à un moment donné, le leadership, la communication orale, le fait de savoir fédérer des équipes ou le fait
le fait de savoir bien se présenter en public, ce sont des compétences qui sont importantes en 2022, qui seront aussi importantes en 2030 dans une organisation. Et voilà. Et là, on voit que sur tant les compétences techniques que les compétences transversales, vous avez bien balisé les choses, c'est très précis, très objectif, très clair. Et voilà. Et moi, je trouve que ça très inspirant pour des organisations, on va dire, plus classiques que j'ai l'habitude d'avoir sur ce podcast. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour tout ce témoignage et ce partage. Et voilà. Et je suis très content d'avoir fait cet échange et d'avoir un peu décalé le sujet avec ton passage sur le podcast. Mais je pense que ça va beaucoup nourrir et faire réfléchir les auditeurs. Merci, Patrick. Merci Cyril, c'était un exercice qui est nouveau pour moi. En tout cas, c'est sympa de pouvoir partager. Si ça a pu intéresser quelques personnes, tant mieux. Voilà. En tout cas, merci à toi Cyril. J'en suis persuadé. À bientôt. À bientôt. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOUS.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.